est manifeste, et c'est plutôt une bonne nouvelle, que Pékin et Washington souhaitent renouer le dialogue depuis au moins novembre 2022. On se souvient de la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping en marge du sommet du G20 en Indonésie à Bali. Et lors de cette rencontre, d'ailleurs, très enthousiaste, Joe Biden avait annoncé la visite prochaine d'Anthony Blinken en Chine. Et donc, ça devait être une nouvelle impulsion pour renouer ce dialogue-là. Malheureusement, l'année 2023 a plutôt mal commencé justement dans cette relation bilatérale, puisqu'il y a eu cette fameuse affaire du ballon chinois au-dessus du territoire américain, ballon que les Américains ont fini par abattre au-dessus de l'océan Atlantique. Et donc, la visite d'Anthony Blinken a été annulée et le dialogue est de nouveau retombé au point mort. Donc il a fallu attendre ensuite fin mai et puis début juin pour que cette visite d'Anthony Blinken ait finalement lieu. Et on peut dire que le résultat n'est pas très concluant puisque, à part le fait d'être allé à Pékin et donc d'avoir réenclenché ce dialogue, il n'y a pas eu de résultat concret de cette visite, voire même un ton de la part des officiels chinois assez dur à l'encontre des États-Unis et la volonté de ne pas faire de compromis. Donc, dans la mesure où les Américains ont imposé des sanctions très fortes sur la Chine en matière notamment de technologie et particulièrement des semi-conducteurs, sanctions que les États-Unis ne sont pas prêts de lever à horizon prévisible, et les élections américaines arrivant fin 2024, on doute qu'il y ait un véritable apaisement dans les mois qui viennent entre la Chine et les États-Unis. En 2023, il n'y a pas eu de changement particulier de la position de la Chine à l'égard de la guerre en Ukraine. Finalement, une grande constance dans la position chinoise depuis le début de la guerre en 2022. Et cette position, c'est finalement officiellement un discours de neutralité. La Chine se revendique neutre entre les belligérants de cette guerre, mais cette neutralité n'est que de façade, puisque en réalité, la Chine soutient fortement la Russie, sur le plan politique en tout cas, puisqu'il n'y a pas eu encore de soutien militaire de la Chine à Vladimir Poutine. Pas de fourniture d'armes, en tout cas rien de substantiel n'a été observé. La Chine a néanmoins développé une rhétorique en fait d'acteurs médiateurs potentiels dans cette crise-là. Et puis c'est un discours même qui a été largement bien accueilli par notamment les Européens, puisque on se souvient par exemple que le 24 février 2023, donc un an après le début de la guerre en Ukraine, la Chine a publié une position gouvernementale en 12 points pour la résolution politique de la crise ukrainienne. Cette position gouvernementale a été appelée en Europe plan de paix. Mais les Chinois n'ont jamais qualifié ce document de plan de paix, et en réalité, parmi les 12 points, il n'avait rien de véritablement concret et surtout rien de véritablement nouveau, puisque ce sont des éléments de langage, des positions générales de politique étrangère que la Chine met en avant depuis le début de la guerre en Ukraine et même finalement même avant cela. J'en reviens à la grande constance de la position de la Chine dans cette guerre en Ukraine, puisque la Chine finalement continue d'avoir peu d'intérêt à défendre en Ukraine, et donc cette guerre n'est pas une priorité pour Pékin. La priorité numéro 1, ce sont les tensions dans le détroit de Taïwan et la rivalité stratégique globale avec les États-Unis, dans laquelle la Russie trouve tout son intérêt et dans laquelle la Russie est un partenaire indispensable pour Pékin. Avec la Chine, nous avons évidemment des zones de partenariat, des zones de coopération qui sont très importantes et qui doivent être entretenues, mais il y a aussi des zones de dissension, des zones de débat qu'il ne faut pas éluder, voire mettre sous le tapis. Il y a la question de la réciprocité, par exemple, dans le commerce bilatéral et dans les investissements. Il y a la question des droits de l'homme qui est importante. On pense notamment à la région du Xinjiang. Et puis, surtout, probablement l'aspect le plus important et le plus immédiat et prioritaire pour les Européens, c'est les tensions dans le détroit de Taïwan. Dans ce paysage d'ordre dispersé que j'évoquais, avec un manque de coordination en Europe, émerge néanmoins une zone de consensus qui a émergé notamment après un discours de Ursula von der Leyen le 30 mars 2023. Et c'est celui
le débat autour de ce que l'on appelle le dérisking ou le concept de réduction des risques à l'égard de la Chine. Et l'objectif, en fait, c'est que loin du decoupling dont on a parlé ces dernières années et qui est finalement une sorte de mythe puisque personne ne souhaite ce découplage de la Chine et personne ne pourrait d'ailleurs le mettre en œuvre, le dérisking est une approche beaucoup plus réaliste où en réalité il s'agit d'identifier les zones de dépendance excessive à l'égard de la Chine et donc de tenter de les réduire par exemple en diversifiant les investissements, en diversifiant les chaînes de valeur et les chaînes d'approvisionnement et de ne pas donc tout focaliser sur la Chine. Donc ce nouveau concept de dérisking semble faire beaucoup plus consensus parmi les dirigeants européens et même outre-Atlantique puisque les Américains ont désormais repris ce concept de dérisking. Alors, le chemin est encore long puisque une fois qu'on se met d'accord sur le concept, il faut avouer que la définition du concept n'est pas encore tout à fait précise et donc il va falloir d'abord se mettre d'accord sur ce que l'on attend, sur ce que l'on comprend du dérisking et puis ensuite élaborer une feuille de route, une sorte de méthode pour mettre en œuvre ce dérisking qui soit d'ailleurs dirigé vers la Chine ou vers d'autres pays comme par exemple les États-Unis dans le domaine numérique.